On écoute à présent l'œil de Thierry Daga, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire. Avec lui, plein feu sur les résultats du BPC du baccalauréat 2020. Dans un contexte marqué par la Covid-19, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs, puis des réformes dans l'enseignement secondaire? Comment envisager la suite? C'est bien la trame du grand oral que voici. Il est déjà là. Thierry Daga, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire. Oui. À ce titre, quelle est votre mission? Quand on parle de conseiller pédagogique, c'est qui? Pour ne pas être long, notre mission, c'est de représenter ce que nous appelons la direction de l'inspection pédagogique et de l'innovation et de la qualité sur le terrain. C'est nous qui accompagnons cette direction dans la formation des enseignants, dans le renforcement de leurs capacités au quotidien. Nous sommes, si vous voulez, les bras agissants de cette direction sur le terrain. Oui. Alors, est-ce que parce que vous êtes bras agissants de votre direction sur le terrain, c'est ça qui a permis d'avoir ces résultats auxquels on a assisté? C'est vrai que le contexte s'est marqué par la COVID-19. Oui. Tant qu'il reste à faire, rien encore fait, merci de me passer l'expression. Nous pouvons, au regard des facteurs limitants qui ont eu lieu au cours de cette année scolaire, notamment la Covid-19 et le renouvellement partiel, si vous voulez, du personnel enseignant à travers les aspirants qu'on envoie sur le terrain, dont beaucoup sont des néophytes. On peut, au regard de tous ces facteurs-là, se satisfaire et dire que les résultats, quand même, sont encourageants. Voilà. Maintenant, comment expliquer ces résultats? Naturellement, il y a les enseignants. Moi, je suis enseignant, je ne peux pas laisser de côté les enseignants qui ont vous tirez le droit de votre côté, vous estimez avoir fait votre boulot. La charité bien donnée commence par soi-même, dit-on souvent. Donc, je trouve qu'il faut... Je rappelle que vous êtes enseignant d'SVT. Bien sûr, je suis enseignant d'SVT. Oui. Il faut aussi, quelque part, dire que les réformes qui ont été entreprises, par endroits, ont donné leurs fruits. Et il faut souhaiter que les améliorations nécessaires qu'il urge d'apporter soient faites pour que l'année prochaine, on ait davantage de raisons d'être satisfait. Voilà. Le baccalauréat a affiché, je crois, un taux de pourcentage qui est un peu moindre par rapport à l'année passée, c'est bien ça? Oui, bon, 51. Et le BPC aussi, non? Le BPC, c'est... Bon, on a eu un petit recul, mais ça s'explique par rapport aux facteurs que je viens d'évoquer, notamment par rapport à la jeunesse, jeunesse professionnelle, des enseignants qu'on a envoyés sur le terrain à l'issue de l'évaluation diagnostique, ceux que nous appelons les aspirants. C'est des jeunes, il y en a qui sont très très capables, mais ils ont besoin encore de beaucoup d'accompagnement. Et malheureusement, ils ont été par endroits positionnés dans les classes d'examen, et c'est un facteur aussi qui pourrait expliquer un peu le recul que nous avons eu par rapport aux résultats de l'année dernière. Est-ce qu'en tant que tel, on a vraiment reculé ou c'est juste qu'il faut... C'est vrai qu'il faut relativiser tout, parce que lorsqu'on prend tout ce qu'on a eu comme barrière, comme problème au cours de l'année, la Covid-19, le facteur de la jeunesse professionnelle de ceux-là que j'ai évoqués, on peut quand même se dire que c'est pas mal les résultats que nous avons eus. Oui. On a eu cette année le premier baccalauréat, il est de la série C. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que c'est... Non, évidemment, la série C d'aujourd'hui. Oui. On s'y attendait un peu parce que ne se retrouvent en série C que des gens qui ont le profil véritablement. Tout à fait. Alors que dans les autres séries, la série D, les séries B, A, et C, etc., se retrouvent pour une partie importante quand même de l'effectif de ces candidats-là, des gens qu'on pourrait définir comme se cherchant à travers les séries. Voilà. Alors, quel commentaire avez-vous à faire de ces résultats, de cette année scolaire 2020, BPC comme baccalauréat? Résultats globalement satisfaisants, mais peut mieux faire. Le peut mieux faire, ça dépend des apprenants, ça dépend des enseignants, ça dépend des parents d'élèves, ça dépend de qui finalement? Je serai très très franc avec vous. Oui, allez-y. Peut mieux faire, c'est à tous les niveaux. D'accord. À tous les niveaux. Je vous ai dit tantôt que je suis enseignant d'abord. Et parents d'élèves maintenant aussi. Oh, oui, depuis longtemps. Depuis, je suis en train d'être parent d'élèves, là, je suis parent d'étudiants. Tout à fait. Voilà, donc il y a les gouvernants. Oui. En dépit de
tout ce qu'ils ont déjà fait comme effort, qu'il faut reconnaître. Beaucoup reste à faire de ce côté, parce que je ne vous mentirai pas. Quand moi je suis conseiller pédagogique, à ce titre-là, je rends des visites de classe aux collègues, je vais de collège en collège, et je vois que les enseignants manquent d'un peu de motivation. D'accord. Et ça aussi joue. Ça joue. Donc de ce côté, je demanderais humblement à nos gouvernants d'être un peu plus regardants par rapport aux conditions de travail des enseignants, notamment par rapport à leur avancement, leur rappel qui tarde. Je vous parle, vous connaissez, je suis encore sur mon grade de 2016, et sans rappel, par exemple. C'est pas, si on n'a pas le cœur à l'ouvrage, si c'est pas qu'on aime ce métier, c'est difficile un peu. Mais quand on a dit ça, il faut reconnaître que des efforts sont faits par endroits pour que sur le terrain, les problèmes qu'il y avait par rapport aux vacataires, par exemple, que ces problèmes-là soient réglés par rapport à la sédentarisation de ceux que nous appelons les aspirants. Voilà. Donc, c'est pour ce qui est du côté enseignant. Du côté des gouvernants. Des gouvernants, oui. Évidemment, du côté des enseignants, il faut que nous redoublions d'efforts parce que, comme je l'ai dit, on note quand même qu'il n'y a pas la motivation, il n'y a pas par endroit la conscience professionnelle qui doit être attendue. Vous savez, les collègues n'ont pas à m'excuser, mais ils savent un peu de quoi je veux parler. Surtout que sur le terrain aujourd'hui, le personnel enseignant se renouvelle. Oui. Vous voyez, des gens comme moi sont proches déjà de leur... Sont vieillissants. Moi, je suis pas vieillissant, attention. Oui, mais ils sont anciens dans le système. Oui. Et ils ont quand même donné la preuve qu'ils sont encore utiles. Cependant, il faut accompagner la jeunesse. Il faut accompagner les jeunes collègues pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je crois qu'avec ça, là, on va pouvoir espérer mieux par rapport aux résultats ou aux différences. Je vous laisse d'abord aller du côté des parents d'élèves maintenant, allez-y. Les parents d'élèves, je crois qu'il faut pour qu'ils accompagnent davantage leurs enfants à la maison. Parce qu'on a l'impression que l'enseignant est considéré comme celui à qui tu dois revenir. On sent une démission des parents et ça ne nous facilite pas la tâche à l'école. Vous savez, donc, si j'ai un conseil, c'est de demander aux parents d'être plus regardants par rapport au suivi de leurs enfants à la maison. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait le point au niveau des gouvernants, au niveau des enseignants, au niveau des parents d'élèves, est-ce que vous sentez, vous qui êtes conseiller pédagogique, vous sentez encore de la part de vos jeunes collègues cette vocation d'enseignement? Non, attention, il y en a parmi eux, puisque nous avons le privilège, nous autres, d'être en contact avec toute la diversité de ces enseignants. Il y en a qui sont vraiment, ils vous épatent par rapport à leur volonté, à la volonté qu'ils manifestent, par rapport au vouloir quotidien pour progresser. Oui. Mais la majorité, il faut que je vous dise la vérité, ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Ça s'explique par endroits, oui. Puisque ce n'est pas facile aujourd'hui de dire aux gens qu'on est enseignant, de se déclarer enseignant. Le métier autant dévalorisé, c'est ça? L'image que malheureusement la société donne l'impression de capter de l'enseignant aujourd'hui n'est pas de nature à valoriser la profession. Moi je le dis tout de suite et je suis très fier d'être enseignant. Parce que n'est pas enseignant qui veut. Et comme les gens le disent souvent, c'est un métier noble. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est ceux qui n'ont pas trouvé à faire ailleurs, en majorité, qui viennent à l'enseignement, et c'est dommage. Oui. Voilà, et ça aussi, c'est un problème qu'il faut résoudre. Je dois dire qu'avec les écoles de formation, notamment à l'école normale supérieure et surtout à la FAST, les jeunes qui viennent de là-bas, la plupart, on sent quand même une volonté de leur part d'avancer dans le métier. Ils ont déjà le cœur à l'ouvrage, je crois que c'est le fondamental. Les perspectives à présent, est-ce que vous voyez un peu l'école béninoise sous de beaux jours, monsieur Daga? Évidemment, je ne peux pas être pessimiste en la matière, puisque c'est ma profession, puisque l'école c'est mon milieu, je ne peux que souhaiter que les choses s'améliorent. Et pour ce faire, je crois qu'il faut que et l'autorité au plus haut niveau et les acteurs majeurs que sont les enseignants sur le terrain, les parents d'élèves se donnent la main pour que ce qui ne va pas, nous puissions nous dire la vérité autour et pour que nous puissions par la suite contribuer chacun à ce qui nous concerne à l'amélioration donc de l'école béninoise. Voilà ce que je veux dire. Que dites-vous des établissements qui ont présenté 0 à 12 candidats au plus, mais qui ont eu
0%. Allez voir quels sont les enseignants que ces établissements ont utilisés. Il y en a sur le terrain, établissements privés, qui, je ne sais pas, utilisent des collègues enseignants qui n'ont pas le profil, il faut le dire. C'est peut-être là que vous allez trouver les 0%. Sinon, moi je viens d'un collège, je ne vais pas faire la publicité de mon collège ici, je suis d'un collège public, mais je vous dis... Dites-nous, comme c'est public, allez-y, dites-nous. Nous sommes allés plus de 51%, si j'ai un calcul vérifié. Oh. D'accord? Et j'ai dans ma propre classe comme ça, j'ai 3 mentions bien, par exemple, donc c'est le public. Voilà, donc ça c'est à l'actif du système. Et je voudrais en féliciter à tous les niveaux... tous ceux qui ont contribué à ce résultat-là. Tous les enseignants qui ont contribué. Tous les enseignants d'abord, puisque c'est mon milieu. La direction. La direction. Est-ce qu'à ce niveau, on peut aussi saluer la qualité de l'enseignement aujourd'hui et constater qu'effectivement, il y a un effort qui est fait pour quand même donner le savoir nécessaire aux apprenants. Nous notons une volonté manifeste des gouvernants de réformer, ce qui est appréciable. Il faut que nous réformions. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les réformes soient davantage participatives. Que ceux qui sont sur le terrain, qui vivent au quotidien les réalités du système, soient associés. Et je crois qu'avec ça, là, nous pourrons caler de l'avant. Voilà ce que je dis. Votre mot de la fin, M. Daga Thierry. Allez-y. Oui, allez-y. Je vous remercie d'abord. Oui. Parce que je ne m'y attendais pas, mais vous m'avez invité. J'ai pu dire ce que j'ai pensé, mais j'ai l'occasion de dire aux autorités, au plus haut niveau de ce pays, d'avoir l'œil un peu plus regardant sur les conditions de travail des enseignants que nous sommes. Nous ne demandons pas beaucoup de choses. Vous suivez que ce qui nous est dû, qu'on ait la générosité de nous les donner. Par exemple, les avancements nous rappellent, moi je suis encore à 2016, ça me rappelle, je devais être à 1,10, je suis à 1,8. Bon, ce n'est pas à l'actif de la rupture qui fait beaucoup de choses pour ce pays. Il faut le reconnaître. Si je prends, comment je circule maintenant, parfois on a envie de se perdre. Et aller à Calavi, aller à Ouida, circuler un peu, ça, je reconnais tout ça. Moi, je reconnais ça. Mais je reconnais en même temps que, bon, c'est comme si nous, enseignants, on avait été un peu marginalisés, on ne bénéficie pas encore donc des retombées de la rupture. Je le demande officiellement. Je prie les responsables plus haut niveau d'être plus regardants par rapport à nos conditions de travail. Voilà. Comme ça, vous êtes prêt à faire plus d'efforts pour... défoncer davantage pour que les résultats s'améliorent. Voilà. Merci à vous. Merci aussi. Oui, merci à vous, M. Daga. Il n'y a pas de quoi. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, enseignant d'SVT. Enseignant d'SVT. Professeur certifié d'SVT d'abord. Professeur certifié d'SVT, conseiller pédagogique d'enseignement secondaire. Voilà. C'est facile d'être... Comment devient-on pour certifier? C'est quoi? Qu'est-ce de la certification? Vous devez connaître... Moi, vous voulez que je vous détourne ici mon cursus? Très rapidement, oui. Très rapidement? Oui. Voilà. J'ai été formé par l'Université d'État de Moscou, biologiste moléculaire. Revenu au pays en une période où il n'y avait rien à faire, je suis allé m'inscrire à l'école supérieure. J'ai fait 2 ans. C'est pas comme aujourd'hui, excusez-moi, où bon, les gens ils vont quelques mois et puis bon, voilà, j'ai passé moléculaire. Puis j'ai passé un concours national dans ce pays où j'étais le seul lauréat. Il faut le dire, des gens comme ça, on devrait nous entretenir. Et vous célébrez d'ailleurs? Bien sûr, j'étais l'unique lauréat sous le président que le coupé à son âme et sous le ministre Bato Kousman. L'unique en SVT, biologie, c'était biologie, on disait. On voulait un, et par la grâce de Dieu, je vais dire, ce fut moi. Maintenant, on nous laisse comme ça. On comprend que vous soyez en train que vous avez quand même au moins le grade 1-10, vous avez dit. A1-10, mais je suis payé A1-8. Merci à vous, M. Daga, merci d'être passé. Tout de suite, on va installer pour nous pour ActuWeb. Merci à vous. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Eh bien, il est déjà là, Polo Aounou, bien installé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. C'est Actuel, des sujets illustrés, commentés sur la toile et une vidéo de fait, naturellement. Bien On y sûr. va avec le premier sujet. On démarre donc avec ce post sur les stades omnisports en construction dans 22 localités du Bénin. Bien sûr, c'était au départ vu comme un rêve exagéré. Et je pense qu'aujourd'hui, les Béninois peuvent le constater, se réjouir de ces joyaux qui sortent de terre. Et selon les informations que nous avons d'ailleurs, ça fait déjà le taux d'exécution global est de 75%. Et cette information, nous l'avons eue sur la page de Jimmy Adjovi Bokor, qui est un joueur international. Il fut capitaine de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il travaille avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a mis ceci exactement. Le Bénin est vraiment sur la bonne voie et le sport fait partie de la stratégie du chef de l'État, Patrice Talon, et de son gouvernement. La preuve en image, la construction de 22 stades au Bénin, mais en même temps, le développement du sport scolaire et la création de 6 académies pour la formation de l'élite dans 5 sports majeurs. Une véritable vision pour le sport béninois. Très très fier d'accompagner cet ambitieux projet. Et comme vous le constatez d'ailleurs, Oui. il y a eu beaucoup de commentaires. Et On va en lire bien évidemment, même ceux qui ne sont pas des Béninois. Ouais. Chacha Patra qui met encore bravo, et je souhaite que le Sénégal, notamment dans les villages les plus reculés, puisse avoir cette ambition. Car le sport fait partie de l'épanouissement de l'enfant. Marie-Vincente Desmarais. Enfin, le Bénin est sur la bonne voie. C'est formidable pour les jeunes des centres Diamba bis, scolarité, sport. Félicitations à toi et au gouvernement béninois. Gilbert Gounoubou, là c'est du sérieux. Comme dit mon ancien collègue du recrutement des jeunes footballeurs, pro M. Pierre Fouazac, l'Africain en retard. Même au Cameroun, pas assez de terrain digne de la Ligue 1 ou 2. Content vraiment pour toi et ton pays, le Bénin. Même les anciens footballeurs africains ne se forment pas. Très peu pour avoir été formé en sport. J'ai croisé belle en formation, en période de formation au self Clairefontaine. Échange avec Aimé Jacquet, Bruno Roat qui met. Ça prend forme, Jimmy. Et avec le potentiel sportif sur place, le Bénin devient, avec des personnes comme toi, un de très rares pays africains visionnaires qui a compris que le sport est un vecteur de réussite sociale et d'épanouissement. Fantastique et bravo. Et un tout dernier commentaire, si vous le voulez très bien, c'est de Achille Takba qui met Jimmy. Une très bonne pioche, excellente idée de s'entourer de tes compétences. Probablement à présent, il faut réfléchir autour d'un modèle économique pouvant assurer l'entretien, la gestion quotidienne et l'amortissement en termes d'occupation de ces infrastructures. Une opportunité exceptionnelle pour occuper sainement la jeunesse et ouvrant ces stades aux écoles pendant le temps scolaire et extrascolaire. Donner vie à ces lieux par des événements sportifs. Au besoin, je me tiens à votre disposition. Courage. Voilà. Très bien. Cet ouvrage de... Ces ouvrages. Non, en fait, je vais parler du sujet numéro 2. Okay. L'ouvrage du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, L'Église, la politique et moi. Bien sûr. C'est le premier volume de son ouvrage intitulé « La providence divine ne m'a jamais fait dépôt ». L'ouvrage de lancement a été effectué le lundi dernier, jour de son anniversaire d'ailleurs, à Porto-Novo, à l'église Notre-Dame Immaculée Conception de Porto-Novo. Il y avait plusieurs personnalités. Et c'est Bénin Web TV qui d'ailleurs a suivi un entretien que le président a accordé à Nicanor Kovi, de votre confrère de la télévision nationale. Très bien. Il titre, je veux parler du journaliste de Bénin Web TV. J'ai débuté la politique depuis le bas âge. C'est le président Vlavonou qui parle. Depuis ma classe de 5e.
Très bien. Louis Vlavonu, président de l'Assemblée nationale, a lancé le volume 1 de son ouvrage « La providence divine ne m'a jamais fait défaut » ce lundi 24 août 2020. Dans un entretien réalisé sur les 10 ouvrages, le président du Parlement est revenu sur son parcours politique. Il a notamment évoqué les moments forts de ses débuts en politique. Le président de Louis Vlavonu n'est visiblement pas un parvenu en politique. L'homme dit avoir été introduit dans les rouages politiques depuis qu'il était au collège. J'ai débuté la politique depuis le bas âge, depuis ma classe de 5e, a-t-il fait savoir. Selon ses dires, c'est déjà à cette époque qu'il a commencé à faire ses armes en politique avec la défense des droits des élèves et étudiants. Ce début de militantisme du président de l'Assemblée nationale avait pris corps sous la houlette de l'UGED et de l'Association des élèves et étudiants du Dahomey AED, qui était basée en France. Nous menions des luttes, des grèves, la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants, a-t-il affirmé. Cette étape de son parcours politique est d'ailleurs la première partie du volume 1 de l'ouvrage lancé ce lundi. Très bien. Des commentaires. Des commentaires, on y va. Yanga Boni Tomba qui met merci président, dis-leur ça. En plus, plus vous êtes devenu douanier, plus vous étiez déjà riche, militaire, avant de devenir président de l'Assemblée nationale. Et Jasper Saïzouni qui met... L'aspect là m'intéresse, déjà riche. Avant de devenir président de l'Assemblée nationale. Ah oui. Vous voyez, les Béninois ont toujours soupçonné, quand vous êtes à un poste de responsabilité, c'est tellement pour vous enrichir. Puis vous êtes riche. Voilà. Jasper Saïzouni qui met, vous avez débuté la politique quand vous étiez en classe de 5e. D'accord. Mais quand vous étiez en 5e, vous avez déjà quel âge? Il confond la 5e de l'époque comme les tout petits. Ah oui, aujourd'hui, on peut avoir 8 heures et être déjà en 5e. Alors qu'en 5e à l'époque, là... Ah, vous venez d'avoir 22 ans à l'époque de 5e. Illico Presto qui même moi, j'ai commencé la politique en classe de maternelle. À cette époque, je ne savais pas que ce que je faisais s'appelle la politique. Donner de la sagesse. Tout le monde attaque le monsieur à ses mots de faire la politique dès la classe de 5e. La politique n'est pas seulement être ou appartenir à un mouvement. Même l'élection des responsables de classe, des délégués d'école, c'est la politique. Je pense qu'il a tout à fait raison. Olo Lagba Rocky qui met, et c'est 60 ans après qu'il a pu trouver son poste, vraiment du travail. Vraiment du travail. Et c'est une consécration. Je vois... C'est quelques commentaires que j'ai pu sélectionner. Très bien. Sujet numéro 3, on va parler à présent du Bénin qui change de format, de carte d'identité. Cette annonce a été faite par le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Boubedji. Bien sûr. Vous voyez, désormais, notre carte d'identité a valeur de passeport dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO. C'est désormais biométrique et c'est Yves Dakoudi qui l'a mis sur sa page Facebook que le Bénin change de format de carte nationale d'identité et passe au biométrique. Le format de l'actuelle carte nationale d'identité en vigueur en République du Bénin est désormais caduque. Il est remplacé par la carte nationale d'identité biométrique dont la confection est du ressort exclusif de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Elle est donc entrée en vigueur et vient remplacer l'ancienne carte d'identité nationale. Pour l'avoir, il faut se munir de son récépissé RABIP et se rendre dans les mairies et les 13 arrondissements pour ceux qui se sont fait enregistrer à Cotonou, afin de faire les formalités dans ce sens. Ce processus permet de fournir 2 documents pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Le premier document, un acte de naissance sécurisé qui coûte 1000 francs CFA, un certificat d'identification personnelle qui coûte 2800 francs, prévoit enfin une somme de 6000 francs pour faire la demande d'établissement de la carte nationale d'identité biométrique auprès des services de l'ANIP. Voilà. Voilà ce que représente avec la carte désormais que nous aurons. Cartes, on voit là, donc il faut retenir que ceux qui disposent déjà de l'ancienne carte et qui ne sont pas déjà expirés, ils peuvent l'utiliser jusqu'à expiration. Dès lors que c'est expiré, ils doivent non forcément faire les formalités pour avoir... Encore que sur le plateau Actu Matin, il disait même que ceux qui ont une carte d'identité en cours de validité peuvent toujours faire la demande et avoir aussi la carte biométrique. Bien sûr. Très bien. C'est pour dire... Enfin, vous savez, il y en a qui ont établi la nouvelle carte cette année. Oui, c'est tout à fait. Pour cela, on peut comprendre qu'ils veulent garder ça pour un temps d'abord. Moi, je vais le faire. Dans 2 ans, je pense que je vais le faire. Très bien. Parce que c'est très important. C'est très important. Oui, on y va. Et les commentaires, Francis Pokou qui met, est-ce vrai que la carte biométrique joue en même temps le rôle
de passeport. Et il y a Bioléon Batonoro qui est dans l'espace de la CEDEAO, me semble-t-il avoir entendu du DG ANIP. Raymond Lidéou. Et qu'est-ce que nous, les Béninois, qui ne sommes pas au pays, allons faire? Ici au Niger, notre ambassade est fermée, ou bien l'autre carte d'identité est toujours valable jusqu'à sa péremption. Et Johnson Domingo, il dit oui, selon le DG, la carte d'identité nationale est valide jusqu'à l'expiration. Augustin Kouadinou, qui met tout d'abord les frais d'établissement de la carte est trop cher. Si on peut revoir ça à la baisse, ça serait mieux. Vous n'avez pas pensé aux candidats qui n'ont pas de soutien et qui doivent en avoir pour les examens et concours. Et ceux qui sont dans les autres communes. Je pense qu'il a raison et que c'est dans ce sens que le gouvernement a prévu. Je pense que le gestionnaire mandataire l'a dit, qu'il est prévu une opération de recensement des personnes qui ne sont pas en mesure, d'accord, de débourser environ 10 000 pour faire la carte. Et que le gouvernement sera chargé de trouver la formule pour leur faciliter la tâche. Pour le faire gratuitement, je pense. Mais ça c'est bien. Les cartes, oui. Je vais être recensé aussi. Hein. Non, mais vous pouvez faire 5 cartes et même le partager. Merci. Donc, nous avons passé à la vidéo du jour. Voilà, une vidéo de fin. Tout à fait. Enfin, c'est un rappel. Oui, tout à fait. On est entré dans les archives et vous allez voir l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Je veux parler de l'actuel président du parti en devenir, les démocrates, Éric Ondeté, qui se prononçait par rapport au système de parrainage. On l'écoute. Voilà. Le nombre 23, vous avez suivi un peu les candidatures, nos télévisions étaient là et relayaient de temps à autre les personnes. Alors quand vous regardez au niveau des 23 candidatures, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent pas sérieuses? Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent trop sérieuses? Est-ce que vous pensez que toutes valent la peine d'être déposées? Évidemment non. Mais nous les respectons, c'est des Béninois qui ont fait un choix, nous respectons leur choix. Ceci étant, je dois regretter avec vous que les réformes que nous avons voulu opérer dans ce secteur-là, que ces réformes n'aient pas pu aboutir à cause d'un certain nombre de manœuvres au niveau des institutions que vous connaissez. Est-ce que ce ne sont pas les bases de votre réforme qui n'étaient pas bonnes ou les meilleures? Parce que vous avez par exemple voulu limiter le nombre de candidatures en disant il faut payer 100 millions comme caution. Est-ce que vous n'aurez pas pu prendre l'option de faire comme dans certains pays où au lieu d'aller à un vote, peut-être on a dit censitaire, dit par exemple que pour le candidat, au lieu de payer 100 millions, recueillir 5 000 signatures d'élus locaux ou de députés ou communaux, en tout cas au moins 5 000 signatures d'élus par exemple. Et on sait que dans tous les cas, il n'y aura pas 30 personnes qui pourront avoir 5 000 signatures. Et vous aurez pu limiter par exemple le nombre de candidatures avec cette formule-là, plutôt que de baser ça sur l'argent. Est-ce que c'est pas ça qui a fait échouer votre réforme? C'est une formule qui aurait pu prospérer, mais il faut avoir de la mémoire. Nous avons déjà essayé cette formule, qui a été rejetée en 2005, lorsque nous avons voulu demander que des élus accompagnent les candidatures. Elle a été rejetée par la Cour constitutionnelle en 2005. Donc nous ne pouvons plus retourner sur ce chantier. Le chantier sur lequel nous aurions pu faire prospérer l'affaire, c'était de dire quand même, une candidature, c'est une affaire sérieuse, elle doit être portée par un certain nombre de gens qui contribuent, etc. Bon, écoutez. Et bien voilà qui nous rappelle un peu ce propos tenu par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Du coup, je pense que les réformes opérées par l'Assemblée nationale dans ce sens sont de bonnes choses d'ailleurs, et ça ne vient que aller dans le même sens que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ce qu'il pensait il y a de cela 10 ans. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite et qu'on doit respecter cela. Merci. Merci à vous pour l'honneur, merci d'être passé pour ActuWeb. Ce sera tout pour 90 minutes au béni de ce mercredi 26 août 2020. Bonsoir et à très vite.